Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes, ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres. Elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant, elles surviennent en permanence sous la surface des océans, invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3,5 fois la superficie de New York. Quant à sa force, elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses. Ce phénomène a été provoqué par deux facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait un tiers de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne
et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km/h, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins. La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale. Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques. Autrement dit, à la cartographie des fonds marins, ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales. On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel. Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables au remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas ?